place aux éditions d'Urwerg avec Ange Paquet et Olivier Pilet. Et on commence cette présentation des titres à paraître à l'automne aux éditions d'Urwerg avec le nouveau roman de Marine Carteron, un roman dont l'histoire se déroule autour du lac d'Annecy sur 3 temporalités. Olivier, je te laisse nous présenter davantage donc ce nouveau roman de Marine Carteron. Bah écoute, moi je suis hyper content de parler de ce roman, déjà parce que c'est Marine Carteron, c'est une des autrices emblématiques du Rouergue, c'est l'autrice entre autres des Autodafeur, de Génération K, de 10, dernièrement de Palace ou des Effacés. Et Marine, en fait, c'est toujours un grand rendez-vous pour moi parce que c'est au départ une grande curiosité, parce qu'elle se répète jamais, elle refait jamais le même roman. C'est quelqu'un qui réinvente sans arrêt le chemin de littérature qu'elle emprunte. Et pour un éditeur, il y a quelque chose de très grisant là-dedans. Et son lac déroge pas du tout à la règle. Au contraire, tu parlais de ces 3 temporalités. C'est exactement ça. Il y a une partie du roman qui se passe au Moyen-Âge, une autre qui se passe au 19e siècle, et la dernière qui se passe de nos jours. À chacune de ces parties, il se passe des choses étranges. Il y a de jeunes hommes qui disparaissent, il y a des meurtres inexpliqués, et chaque héros de ces parties-là en fait, va essayer de comprendre ce qui se passe et va découvrir l'existence d'une créature humanoïde qui habite son lac, le lac d'Annecy, une créature qui est là depuis en fait, la nuit des temps, qui est apparue en même temps que l'humanité. Et qui a une obsession, c'est celle de ne pas être seule. Exactement. Ce qui la guide depuis toujours, c'est à la fois regarder cette humanité évoluer et en même temps, en elle, il y a un manque énorme, une solitude qui la ronge en fait, et elle va essayer de le combler de la manière qui lui semble la plus évidente pour elle, qui est de se reproduire en fait. Et elle va du coup kidnapper ces jeunes hommes pour essayer d'avoir un enfant avec eux et enfin ne plus être la dernière représentante de son espèce. Et ce qui est intéressant, c'est que le regard qu'on porte sur elle en tant que lectrice et en tant que lecteur, il évolue au fil du livre. Et on parlait des 3 époques, c'est aussi un travail de la langue pour justement qu'elle ne soit pas la même d'une époque à l'autre. Ouais, ça c'est un travail très impressionnant de Marine, d'avoir su comme ça donner à la fois une épaisseur et une couleur à chacune de ces périodes-là, mais en même temps de voir le travail d'écriture qui est engagé sur chacune de ces parties, c'est aussi assez bluffant parce que du coup c'est très immersif et on évolue au fil aussi de quoi notre regard sur cette créature change du tout au tout. On passe d'un sentiment de crainte, de peur, voire de terreur selon ce qu'elle fait, à une compréhension en fait, une empathie avec elle, et c'est là un de ses grands tours de force aussi à Marine, parce que ça lui permet entre autres choses d'amener un sous-texte que j'ai perçu moi en tout cas comme féministe et très puissant sur le rôle de cette créature qui est une créature qui a toutes les apparences d'une femme et dont les interactions se font essentiellement avec des hommes. Et là-dessus, elle continue aussi de tracer un chemin qu'elle avait déjà bien emprunté avec Palace et les Effacés, là qu'elle mêle au fantastique et au roman d'épouvante, au roman gothique. Et c'est une de ces raisons qui font aussi que je trouve que c'est un très 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 grand texte. Et je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de ce roman lu par Clémentine Domptaille. Le garçon est juste derrière elle, si près
qu'elle distingue son souffle, une respiration accélérée par la marche et par l'excitation. Il la suit malgré la nuit, sans la moindre hésitation, même quand elle quitte le chemin balisé pour s'enfoncer entre les arbres. À peine lui fait-il remarquer qu'il n'y a rien de ce côté, rien qu'une falaise abrupte qu'elle n'arrivera pas à descendre. « Pas sans équipement, en tout cas !» ajoute-t-il avec le ton de ceux qui savent ce qu'ils racontent. Ils sont toujours tellement sûrs d'eux que ça la fait presque rire. Presque. On aurait pu croire que les siècles leur auraient appris la prudence, mais c'est le contraire. Jamais il n'a été aussi facile de les convaincre de la suivre. Les hommes de ce temps ne croient plus au diable, et encore moins aux vieilles légendes. Elle sait que les légendes disent vrai, car elle est la légende. Elle sait également que ce qui a vécu peut revivre, qu'hier peut devenir demain, que tout recommence toujours. C'est pour ça qu'elle reste là, sur le lac, son lac, à cause de cet espoir. Parce qu'elle sait que celui qu'elle attend va revenir, comme il est déjà revenu. Une fois. Alors, certes, il y a longtemps, mais qu'est-ce que ça change ? Pour elle, rien. Pour le garçon derrière elle, rien non plus. De toute manière, même si elle lui disait la vérité, il ne la croirait pas. Enfin ainsi, ils finissent toujours par la croire. Merci beaucoup Clémentine pour cette lecture. Ange, tu me disais qu'il y a déjà pas mal de retours de lecture. Oui, on a mis ce livre en lecture auprès de certains libraires, une poignée de libraires. Et nous avons déjà des retours unanimes, donc nous sommes super contents déjà d'accompagner un nouveau livre de Marine après des immenses succès comme Les Autodafeurs, plus de 100 000 exemplaires, ou Génération K, ou Palace, ou encore Les Effacés. Je trouve qu'il y a eu un super accueil en librairie l'année dernière. Et donc pour fêter ça, on s'est dit que cette année on voulait reproduire comme la sortie de 10 en collector en fin d'année dernière, mais en simultané avec la sortie de la nouveauté. Donc il y aura une édition, en plus de la brochée, une édition courante reliée, avec une couverture en vibalin et aussi un jaspage à motif. Donc, mais c'est pas deux éditions qui vont coexister indéfiniment. On s'est dit que c'était mieux de faire un court tirage, voilà, pour après laisser l'édition courante plutôt vivre au long terme. Donc il faudra se précipiter en librairie pour espérer avoir son exemplaire collector. Son lac donc de Marine Carteron. Deuxième roman que vous nous présentez aujourd'hui, Olivier et Ange, il s'agit de Noctans d'Antoine Delahaye et nous avons le grand plaisir d'accueillir Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Il s'agit du premier roman d'Antoine et Olivier, c'est la première romantaisie des éditions du Rouergue. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a certains libraires qui vont avoir un petit peu peur qu'on se lance dans la romantaisie. Mais ce qui me semble très important de préciser, c'est que c'est avant tout, en fait, une histoire d'amour, une histoire de lutte politique. Et en ça, c'est une romantaisie sauce épique. Voilà. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est le plaisir sincère que j'ai eu de découvrir ce premier roman-là. Je trouve que c'est l'essence de notre métier aussi, de découvrir des primo-romanciers. Et avec Antoine, ça a été une merveilleuse découverte, autant sur l'aspect littéraire que sur l'aspect, le côté plus humain, quoi. Antoine, Olivier me disait que vous écriviez aussi des haïkus de SF. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de ce premier roman et peut-être nous présenter les protagonistes de ce roman qui sont Mochir et Lise? Alors, c'est un roman qui est né en Lorraine quand j'étais étudiant. La vie était un peu rock'n'roll. On sortait la nuit, on tombait amoureux facilement et on buvait des quantités non négligeables d'alcool. Et parfois, il nous arrivait de voir des choses, des créatures. Et en fait, un matin, je me suis réveillé et je me suis dit que ça serait bien de faire une rencontre. Comme un étudiant qui rentre, qui est un peu alcoolisé, qui rencontre... une fille. Alors au début c'était un garçon et une fille, je savais plus trop qui serait une créature et donc une rencontre avec quelqu'un qui vient d'un autre monde et après voilà, c'est la première idée qui m'est venue et puis avec le temps moi j'ai bougé à Paris à Montmartre et j'ai décidé d'utiliser ce décor qui est merveilleux qui est Montmartre pour raconter cette histoire d'amour.
Vous avez commencé à parler de créatures. Il faut nous en dire un tout petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire donc qui est Moshir et à quel peuple il appartient? Alors, Lise donc est une jeune étudiante en cinéma qui vient d'une famille aristocratique avec des parents qui ont eu des ancêtres assez prestigieux. Et Moshir, lui, vient d'une famille de noctambules. Et les noctambules, eh bien, ils vivent la nuit. Ils vivent à l'envers de nous. C'est-à-dire que ils se lèvent quand le soleil se couche. Et donc, ils vivent la nuit. Ils sont nyctalopes, donc ils peuvent voir un peu. Ils peuvent voir la nuit. Et ils ont des oreilles d'elfes, de gnomes. Et donc, ils font partie de ce que Olivier avait dit aussi dans la 4e de couverture, de ce petit peuple qui serait un peu caché et qui ne cohabite pas avec les humains. Et il y a une créature dont on ne doit pas prononcer le nom dans ce roman. Et Moshir va le faire. Alors on ne va pas tout divulgacher, mais est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce qui arrive à ces personnages, de leur rencontre qui est un véritable coup de foudre? Est-ce que vous vouliez raconter à travers justement cette histoire d'amour entre ces deux personnages? Alors, la créature, on peut en parler ou pas? Olivier, c'est Olivier qui nous dira. Un petit peu. Un petit peu. C'est une créature qui hante la nuit et qui est très difficile à décrire. Et c'est un peu l'ennemi juré des noctambules. Et il va commencer à manger des noctambules, pour le dire simplement. Et la deuxième question, c'était la rencontre entre Moshir et Elise, pas forcément la décrire, mais en tout cas de dire ce que ça provoque, ce coup de foudre, et qu'est-ce qui vous intéressait dans l'idée d'avoir un couple au cœur de votre récit. Alors évidemment, moi ce que je voulais, c'était vraiment raconter une histoire d'amour. Ce moment de la rencontre, c'est un peu magique. On a tous vécu un peu, que ça soit prestigieux, grandiose ou tout simple, des rencontres, et les rencontres amoureuses, elles ont quelque chose de magique, de particulier. Il y a une électricité statique dans l'air qui fait que ça devient un peu magique. Et moi, je voulais faire une rencontre un peu, un clin d'œil à Roméo et Juliette, le film de Baz Luhrmann, où ça se passait dans une soirée déguisée, tout le monde est en costume, et du coup, les créatures comme Moshir, qui ressemblent pas exactement à des êtres humains, et ils passent inaperçus. Donc il peut se glisser avec les humains et d'un coup parler avec eux, et la rencontre va se faire comme ça sur une espèce de quiproquo, et après ils vont essayer de garder un contact. Ça va pas très bien marcher parce que Moshir n'a pas de téléphone portable. Moshir il communique avec des pigeons voyageurs et des origamis volants, donc voilà, après il faudra lire le livre pour voir comment ils vont réussir à se retrouver. Et dans le livre, on a une alternance du côté de Moshir et de Lise. On a ces deux jeux. Il vous a donc fallu trouver la voix de ces deux personnages. On a deux styles d'écriture différents qui évoluent au fil du roman. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, du travail de la langue? Je vois, Olivier, que tu étais prêt à lever le micro. Tu veux en dire un mot avant de passer la parole peut-être à Antoine? Non, je vais laisser Antoine et puis je dirai un truc après. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une rencontre amoureuse et avoir, grâce à la littérature, pouvoir se mettre dans la tête des deux personnes? Parce que quand vous tombez amoureux, vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et là, il y a un peu le fantasme magique de pouvoir alterner les deux personnes et de voir ce que l'autre pense, des fois les quiproquos, des fois des espèces de petits moments de télépathie où on pense tous les deux la même chose en même temps. Et ça existe. Quand on tombe amoureux, des fois, ah, mais moi aussi je pense à ça. Ou alors, mais qu'est-ce que pense l'autre de moi? Et donc là, on pouvait se permettre ce jeu de miroir. Et on a d'un côté Lise qui a un style plutôt épuré, plutôt classique, entre guillemets. Et Moshir qui prend le français à la moulinette et qui en fait des confettis, des feux d'artifice, des choses qui n'existent pas, des néologismes. Et là, je me suis vraiment bien amusé et j'espère que ça se sentira. Olivier? Non, moi, ce que je voulais faire, c'est juste lire 3 lignes, en fait. Bien sûr. Parce que le Moshir a une couleur dans l'écriture, moi, qui m'a dépaysé à un tel point que j'avais envie de partager ce tout petit extrait. Et c'est le tout début, c'est le premier chapitre de Moshir qui dit « Nous arrivons, par grande forêt toute mouillée,
Au pas marche devant, avec lanterne qui guide et trou nuit bleue. Et je trouve que ces premières lignes, elles posent un truc que tu arrives à tenir après tout le reste du roman et qui donne une saveur, mais exceptionnelle au texte. Quoi. C'est unique, ouais. On reste sur c'est unique. Peut-être juste un dernier mot, je vois que le temps file très vite, mais aussi par rapport à ce personnage féminin, vous le disiez, elle est étudiante en cinéma. On a parlé de Moshir un peu davantage en parlant des noctambules de son peuple. Qu'est-ce que vous vouliez incarner avec le personnage de Lise ? Lise, finalement, c'est peut-être le personnage qui me ressemble le plus. Parce que elle est dans la réalité, elle doit faire des études, et elle essaye d'allier son envie artistique à son engagement. Et le tiraillement de Lise, c'est un peu ça, c'est comment arriver à combiner tout dans une vie, et comment arriver à mettre son art au service de quelque chose. Ça évolue au cours du roman, il n'y a pas de réponse toute faite, mais elle, c'est vraiment l'envie de faire avancer le monde dans le meilleur sens possible. Merci beaucoup Antoine. Noctan, c'est votre premier roman, donc publié aux éditions du Rouergue. Et vous l'avez peut-être remarqué en voyant défiler les couvertures des 2 premiers romans dont on vient de parler. Il y a une évolution dans l'identité visuelle de la collection Épique. Ange, est-ce que tu veux nous en parler ? L'idée est venue d'une collègue à nous, Charline, qui disait c'est dommage que voilà, Epic, il n'y ait pas de logo, parce que voilà, pour la com, etc., ça incarnerait quelque chose. Et en parallèle, on a remarqué que certains libraires, notamment, c'est pas forcément au Rouergue, mais plutôt chez Epic pour certains de ses titres. Donc Olivier s'est attelé à la tâche et a fait évoluer la direction artistique de la collection. On a travaillé avec Patrick Conan, qui a donné cette identité graphique à Epic avec le roman de Marine Carteron, Génération K. Et du coup, là, ça me semblait totalement logique pour que la création de ce logo, déjà pour la première fois, il apparaisse sur le roman de Marine, et puis que ce soit Patrick qui s'en occupe. Donc on a maintenant une identité propre à la collection. Et justement, Olivier, tu reparlais du roman de Marine Carteron, et une chose qu'on n'a pas dite, c'est que si aujourd'hui tu publies le roman d'Antoine Delahaye aux éditions du Rouergue, dans la collection Épique, c'est quelque part grâce à Marine Carteron. Marine n'y est pas pour rien, tout à fait. En fait, elle a lu des manuscrits pour moi pendant mon congé paternité. Et à mon retour, Marine m'a envoyé un mail dithyrambique pour me dire, en fait, Olivier, s'il y a un seul roman que tu dois lire sur tout ce que tu as manqué là pendant ces quelques mois, c'est celui d'Antoine. J'ai jamais lu quelque chose comme ça. Si tu le lis pas, il sera publié ailleurs, c'est sûr et certain, quoi. Donc elle m'a vivement encouragé, et puis elle avait des mots merveilleux pour le texte d'Antoine. Merci beaucoup. Et on parle maintenant de Tant pis pour les fantômes de Myrène Duval et Emma Constant. Et nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui l'autrice du livre, Myrène. Bonjour. Bonjour. Olivier, c'est le 2e livre de Myrène avec Emma. Après, Merci pour la tendresse. Exactement. Merci pour la tendresse. C'était la première fois que je faisais vous rencontrer, toi Myrène et Emma, un projet assez hybride entre bande dessinée et roman. Et Myrène, il y a quelques années, m'a passé un nouveau texte en me disant j'ai un nouveau projet BD, roman graphique pour toi. Donc je l'ai lu et je lui ai dit non, c'est pas un projet de roman graphique, c'est un roman tout court, ça va être un super roman ado d'ailleurs, tu peux te mettre au boulot, etc. Elle m'a dit oui, pas de problème. Et je sais pas, quelques mois plus tard peut-être, tu reviens vers moi avec une version complètement différente, qui était impossible. C'était impossible d'en faire un roman. Et je me suis dit, en le lisant, que c'était complètement bouleversant, et que avec Emma, vous m'aviez bien eu, parce que du coup maintenant j'étais obligé de faire un 2e roman graphique avec vous, et j'ai 0 regret. Un 2e roman graphique qui met en scène 2 personnages, 2 frères, Titouan et Timmy. Myrène, peut-être qu'on peut commencer par là. Est-ce que vous voulez bien, avec vos mots, nous décrire ces 2 personnages ? Alors d'abord, dire que juste l'histoire, c'est effectivement le voyage de ces 2 frères. Donc, et ça commence, donc c'est pas, je vais rien dévoiler, ça commence avec le grand qui réveille le petit au milieu de la nuit et qui lui dit « Tu veux voir maman, pas vrai ? Alors suis-moi ».
On comprend assez vite qu'ils s'échappent d'un foyer et on va les suivre. Voilà, c'est leur voyage. Donc, il va falloir qu'ils trouvent à manger, il va falloir qu'ils trouvent où dormir et ils vont se débrouiller. Ils sont que tous les deux. Et ce qui les attend, ils n'en savent rien et nous non plus. Et on les accompagne et voilà, ça c'est l'histoire. Et donc les deux personnages, donc Titouan c'est le plus grand, il a 13-14 ans à peu près. Il prend cette responsabilité d'emmener son petit frère et il n'est pas tout à fait équipé parce que c'est juste simplement un ado et il s'en sort plutôt pas mal et il n'a pas toujours la patience parce que le petit il a 4 ans et demi, donc il a aussi une grosse propension à être particulièrement fatigant et en même temps extrêmement drôle. Enfin, pour nous lecteurs et lectrices il est amusant bien sûr. Et le petit lui il a un imaginaire très très présent, donc l'aventure, elle est vécue de deux manières différentes en fait, parce que à chaque chapitre, on change de voix. C'est une alternance entre les deux personnages, oui. Voilà. Et dans la tête de Titouan, tout est un tout petit peu plus sérieux, même si ça reste un ado. Et dans la tête de Timmy, tout est beaucoup plus azimuté, quoi. C'est vraiment un autre monde. Et comment est-ce que vous avez travaillé ces deux voix ? J'ai le sentiment que vous avez pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, comment est-ce que vous avez travaillé les voix de Titouan et Timmy ? C'est vrai que Timmy, c'était la première fois que j'avais un personnage aussi jeune. Et je ne sais pas si je serais capable d'avoir un roman entier avec un personnage de 4 ans et demi. Mais en revanche, en alternance, ça fonctionnait vraiment bien. C'est assez intéressant et ça ouvre beaucoup de possibilités. Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question. Olivier m'a aidé parce qu'il a des enfants. Il m'a dit parfois là c'est pas 4 ans et demi, mais donc mais c'était très très intéressant, je trouve, d'avoir cette aventure qui est vécue de deux manières différentes. Et c'est un deux voix, mais il y a aussi un chapitre sur 3 qui est leur voix commune. Donc ça se mélange et ça nous donne des perspectives très très différentes. Olivier, tu veux nous dire un mot justement sur le ton de ce livre ? Ce qui t'a tant plu justement ? Et on va parler du dessin dans quelques instants. Moi, ce qui m'a enchanté, c'est ce que disait Myrène au début, c'est cette relation entre le grand et le petit, et cet amour qui se joue en fait. C'est surtout de ça dont parle le roman. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus habité quand j'ai travaillé dessus. C'est cette fratrie, cet amour qui les lie, et malgré tout ce qui se passe autour d'eux, c'est toujours ça qui prend le dessus en fait. Et moi je viens d'une famille nombreuse, donc c'est quelque chose qui me parle aussi, et cet amour-là, c'est quelque chose, on repart avec en fait. Une fois que le livre il est fini, on repart avec. Et Myrène, avec ces deux personnages, je trouve qu'elle nous donne cette force, et c'est surtout ça du coup, je crois, qui m'a plu. Myrène, Olivier disait au début qu'il vous avait dit qu'il fallait que ce soit un roman et que finalement vous l'aviez bien eu avec Emma. En quoi est-ce qu'il était évident pour vous qu'il fallait du dessin pour accompagner cette histoire et qu'effectivement cette forme de roman graphique était la forme idéale pour ce que vous vouliez raconter ? C'est vrai que je commence toujours par écrire des dialogues quand j'écris mes livres, et que là, assez vite, j'ai imaginé des environnements qui sont ce qu'Emma a créé. Ça veut dire qu'il y a de la ville, il y a de la campagne, et Emma, elle a créé ça, des univers foisonnants, peu importe l'endroit où il se trouve, c'est très riche, et elle a lu entre les lignes, mais surtout elle a ajouté beaucoup d'émotions. Et ça, c'était incroyable, parce que les dialogues seulement, on n'aurait pas eu évidemment toute cette... Il y a des gestes, il y a des regards, il y a des petites choses très, très simples qui nous touchent beaucoup. Donc moi, assez vite, dans ma tête, j'ai vu ce qu'Emma serait capable de faire, et je me suis dit ça va être une valeur ajoutée incroyable. Et ça a marché, honnêtement, parce que c'est beau. Ange, tu veux rajouter un mot peut-être par rapport au précédent livre de Myrène ? Il y avait déjà eu un super accueil pour Merci pour la tendresse, un très bon accueil aussi pour Pablo dans les bois qui est sorti en mars dernier. Oui, je pense que voilà, les libraires qui regardent ont beaucoup lu Myrène, sont attachés à son écriture, et je pense qu'ils vont retrouver tout ce qu'ils ont aimé dans Merci pour la tendresse, mais embarqué cette fois pour un road trip qui sera sans doute super chouette à recommander en librairie à leurs lecteurs. Alors à la fois pour les enfants, mais
aussi pour les adultes. Enfin, je pense que c'est vraiment un ouvrage qui peut trouver sa place au rayon BD adulte sans aucun problème. Merci beaucoup, Myrène, d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes et on a très hâte que votre roman graphique soit en librairie. Moi aussi. Merci. Et on va maintenant parler du nouveau roman d'Alice Brière-Haquet, son 3e roman aux éditions du Rouergue, Rose Tombale, un roman qu'elle a écrit, si je ne me trompe pas, Olivier, suite à une formation de conseiller funéraire. Oui, le point de départ de ce bouquin est totalement dingue en fait, on peut le dire. C'est Alice qui... alors je me souviens plus la raison pour laquelle elle a été vers cette formation-là, mais elle a vraiment été formée du coup à tout ce qui se passe dans les pompes funèbres. Elle a fait un stage en entreprise et elle a découvert toute notre manière de prendre soin de nos morts en fait. Et avec toute cette matière-là, autant fictionnelle qui lui est venue que émotionnelle, ce qu'elle a vécu, elle en a fait un roman ado. Qui met donc en scène une jeune fille qui va faire son stage de 3e, justement dans une entreprise de pompes funèbres. Exactement. On suit Rose. Rose, c'est une ado en colère, c'est une ado en rupture. C'est une ado qui a perdu son grand-père quelques mois auparavant et on sent que c'est un deuil qui est pas complètement parti, qui continue à l'habiter et elle en a marre, Rose, et elle en a marre de tout le monde. Et sa réponse à ça, à cette pression qu'elle ressent sur qu'est-ce que tu vas faire comme stage en entreprise, etc., sa réponse c'est je vais le faire aux dormeurs du Val, les pompes funèbres de mon quartier. Et là, vraiment, tout le monde la regarde avec des yeux en soucoupe, en mode, mais surtout pas. Donc, sa mère, elle veut absolument pas, ses profs non plus, mais Rose, elle a choisi, en fait. Et elle va commencer son stage dans les pompes funèbres. Et là, tout ce qui semblait la définir, donc cette colère, cette rupture et tout, petit à petit s'effrite, parce que... ce qu'elle va voir, les expériences qu'elle va vivre, elles sont beaucoup trop vraies, beaucoup trop intenses. Ça la ramène à des choses tellement fondamentales, à des choses tellement importantes qu'elle se reconnecte. En fait, elle se reconnecte aux autres. Et ça, j'insiste un peu dessus parce que en France, dès qu'on parle de la mort, dès qu'on essaye d'amener ce thème-là en littérature jeunesse, on sent que tout le monde a un petit peu peur. Mais dans ce roman-là, le leitmotiv, c'est la mort, c'est une affaire de vivant. Donc en fait, c'est plein d'énergie, c'est plein de joie. Il y a quelque chose de lumineux dans ce roman. Et puis on l'a entendu, c'est-à-dire le ton avec lequel vous l'avez dit, qu'elle était en colère, mais que c'était un peu pour faire chier tout le monde qu'elle allait là-bas. On sent qu'il y a de l'humour aussi dedans. Il y a quelque chose avec un mélange d'émotions très, très fortes et très variées. Tout à fait. Surtout que Rose, en plus, elle a un bagou. Elle a une manière de parler, elle a un humour qui fait que ça désamorce aussi beaucoup de situations. Et puis, de toute façon, je pense qu'on peut pas être dans quelque chose d'obscur quand on parle de reconnexion en fait à la joie. Et là, c'est ce qui s'opère dans ce roman-là. Donc, on est porté par cette énergie-là. Complètement. Donc c'est Rose Tombale d'Alice Brière-Haquet et on enchaîne parce que le temps passe décidément trop vite avec Le cheval à manger mon frère de Jean-François Chabat et c'est toi Ange qui nous le présente. Non, c'est Olivier aussi. Non. Le roman de Jean-François, pour moi, c'est d'abord une belle surprise. Jean-François, ça fait quand même plusieurs romans qu'on travaille ensemble, plutôt du côté des ados et des jeunes adultes. C'est quelqu'un de très engagé sur les conditions de vie de certains peuples autochtones. C'est quelqu'un qui est profondément anticolonialiste et c'est ce qui traverse habituellement ses romans. Là, un roman pré-ado pour les 9-10 ans qui n'a absolument pas rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. Une comédie d'épouvante. Une comédie d'épouvante. On suit Caleb Tippot, dont la mère a décidé de déménager, de tout abandonner, de déménager en Écosse.
lui et ses sœurs jumelles se retrouvent là-bas et rien se passe comme prévu. Tout part en sucette. C'est-à-dire que ils arrivent, le manoir il est en ruine, il y a un fantôme à l'intérieur qui chante mexicain, il y a un voisin à moitié fou. Le temps est pourri. Le temps, il pleut tout le temps. Bon, ça pour l'Écosse, je pense que ça va pas surprendre tout le monde, mais voilà quoi. Et en fait, c'est ce déluge à la fois d'humour et d'aventure qui font de ce roman un bonbon qui pétille et qui réveille quoi. Et le dernier titre qu'on va vous présenter aujourd'hui, cette fois c'est toi Ange, on termine avec un nouvel album de Ronald Kershaw, Les Oiseaux. Oui, vous avez pu retrouver l'année dernière Ronald Kershaw avec Talisman, il y a 3 ans Cheval, et donc cette année on a un titre totalement différent, qui s'appelle Les Oiseaux. Donc, tout est dans le titre. Et dans les images qu'on voit Et dans les défiler. images qu'on voit défiler, en fait, ce sont une trentaine de portraits d'oiseaux, avec quelques textes de poésie aussi sur les saisons qui sont insérés, mais c'est surtout des portraits d'oiseaux avec le nom latin, le nom français. Et ce qui est génial avec cet album, c'est que chaque oiseau en fait a sa personnalité. Ouais, complètement. De ouf. Donc on va voir l'hirondelle très classe, très droite, très fine. On va voir le faucon qui va être beaucoup plus sérieux. Et en fait, on ressent tout ça à travers donc la peinture de Ronald Kershaw, donc à Tempera. On a aussi par exemple le roi Telet qui est trop mignon, qui ressemble un petit peu à un Angry Bird, si je peux me permettre. Donc je pense que les enfants peuvent vraiment trouver du plaisir à découvrir les facettes de ces animaux. Mais c'est aussi un ouvrage qu'on peut recommander à des adultes, à offrir forcément pour tous les fins spécialistes des oiseaux. Donc voilà, moi on est absolument fan au Rouergue à chaque fois qu'on reçoit un album de Ronald Kershaw, de se plonger dans ces images. C'est le genre d'album dont on tourne les pages en faisant des « wow ». Ouais, voilà, ça en fait « wow ». Et on a juste hâte de le recevoir en papier pour voir ce que ça donne. On voudrait faire des affiches de 3 mètres sur 3 de chaque illustration. Les Oiseaux donc de Ronald Kershaw. Et avant de nous quitter, peut-être le mot de la fin, Ange ? Oui, je veux bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de votre passion au quotidien, de vos retours de lecture avec ceux avec qui on échange quotidiennement. Je sais que en ce moment en librairie, c'est pas forcément tous les jours facile, mais je pense que ce qui nous relie, c'est tout ça, c'est ces échanges. Donc faut continuer. Et si vous voulez lire ces livres, n'hésitez pas à le demander à votre représentant. On vous l'enverra avec plaisir. Merci beaucoup, merci Ange, merci Olivier, merci beaucoup Clémentine Domptaille pour la lecture et merci à Antoine et Myrène d'avoir été avec nous. Et puis très bonne journée à toutes et tous. Merci.